J'essaye de me développer personnellement en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en plus de développer mon entreprise, pour suivre la croissance. Parce que sinon, au bout d'un moment, je vais devenir non pertinent pour mon entreprise aussi, tu vois. Si moi-même, je grandis pas en tant que personne. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 2, on a abordé plusieurs thèmes comme les activités hors business de Timon, l'émission Big Boss de la RTS dans laquelle il apparaît, des recommandations de livres, sa marque personnelle et bien d'autres points. Je vous souhaite un bon épisode. Timon, est-ce que tu as d'autres activités à part le business, à part Visium? Ah, d'autres activités. Donc pro, ouais. extra pro, sport, lecture. Ouais. J'essaye de... Alors, j'ai quelques activités. Extra-professionnelles, pas vraiment. Mais c'est plus du volontariat qu'autre chose. Je suis en contact avec pas mal d'entrepreneurs et des personnes qui veulent se lancer ou en début d'entreprise, etc. pour pouvoir partager un peu certaines leçons, certaines expériences, je dirais plutôt. C'est surtout poser les bonnes questions, plus qu'autre chose. Je pense que la réponse, elle vient vraiment du contexte. C'est difficile quand quelqu'un te parle d'un problème, il dit « Ah, j'ai ce problème avec cet employé, etc. » De dire « Ah, faut faire ça, faut faire ça. » Ça, c'est quelque chose auquel je me prête pas forcément. Mais par contre, poser les bonnes questions. De dire « Est-ce que tu as pensé à ça? Pourquoi? » etc. Essayer d'amener la personne à réfléchir d'une autre manière par rapport à l'expérience que j'ai accumulée. Ça, c'est quelque chose où je suis contacté assez régulièrement par des personnes pour ça, mais c'est pas une activité professionnelle, je le fais quand j'ai du temps, disons plutôt. Donc c'est du mentoring. Ouais, un peu du mentoring, ouais, disons, ouais, ouais. Exactement, du coaching, mais c'est plus quand j'ai du temps et si l'entrepreneur et l'entreprise m'intéressent. Donc ça, c'est quelque chose. Euh, pour le côté pro. Pour le côté non professionnel, des activités, j'ai pas mal de... J'essaie de maintenir un rythme de sport un petit peu quand même. Donc j'ai fait beaucoup de foot dans ma jeunesse. Avec les horaires un peu sauvages de l'entrepreneuriat, c'est difficile donc, d'avoir des horaires fixes. Donc maintenant, je vais plutôt à la salle de sport. Je fais pas mal de musculation. Et sinon, il y a de ça 2 ans et demi, je me suis mis à la danse, à la salsa, quelque chose que j'aime beaucoup. Ça vide la tête, que ce soit dans la musique, dans les mouvements, c'est quelque chose qui libère et qui crée beaucoup d'endorphines. Tu te sens bien après une séance de danse. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis découvert, pas une passion pour la danse, c'est un peu un mot fort, mais vraiment un fort attrait pour la salsa cubaine. Et du coup, ça c'est pour le côté sport. J'essaye de lire aussi tous les soirs. C'est comme toutes les routines, je le fais bien pendant 3-4 mois, après 1 ou 2 mois, je lis une fois par semaine. Faut pas se blâmer pour ça, tout le monde est pareil. Et ça, c'est important de dire. Euh, Faut pas se blâmer quand on non, suit pas sa routine. ça sert à rien de se blâmer. Ça va juste créer une crispation par Ouais, rapport à cette ouais. activité. Ça va pas la rendre agréable. Non, frustration. Exactement. Ouais. Faut pas. Ok, si tu arrives à aller au sport tous les matins, à prendre un peu le problème que j'ai avec des fois l'entrepreneuriat et ce qu'on lit sur LinkedIn et les histoires d'entrepreneurs, etc. C'est un peu, on en a déjà parlé, US mais surtout. surtout le côté un peu des États-Unis, des fois un peu superficiel par rapport à ça, Ouais. ou ce côté un peu poursuite de la réussite. Tu peux pas réussir si tu te lèves pas tous les matins à 5 heures, si tu fais ta séance de méditation, tu lis ton livre, tu prends ta douche d'eau froide, machin, blabla. Faut être un peu moins dur avec soi-même. Il y a les aléas de la vie. Des fois, tu as mal dormi. Des fois, tu as bu un peu trop le soir d'avant avec tes amis. Et puis, du coup, tu pas la motivation de te lever à 5 heures. Tu vas pas rater ta vie et rater ton expérience entrepreneuriale à cause de ça. Si tu bois tous les soirs et tu te lèves tous les matins à 9 heures, ça, oui. Mais si ça t'arrive une fois de temps en temps et tu casses ta routine, des personnes n'arrivent pas à se mettre dans une routine si elles le maintiennent pas vraiment tout le temps de manière ultra stricte. Mais je dirais que c'est une exception. La plupart des gens arrivent quand même à rentrer dans une certaine routine de temps en temps, aller au moins au sport 2, 3, 4 fois par semaine. Donc je conseillerais d'être pas trop dur avec soi-même si on ne se tient pas à cette routine-là. Donc moi j'essaie de maintenir une routine de sport, d'aller... Maintenant je me suis trouvé un créneau horaire d'aller durant la pause de midi. J'essaie de moins manger à midi pour être un peu plus réveillé l'après-midi et puis aussi moins manger de manière générale parce que
dans nos sociétés de nos jours, on mange un peu trop, de manière générale. On se nourrit trop et c'est pas forcément très sain. Non, mais Euh, c'est assez incroyable. Exactement, ouais. La bouffe, c'est quand même... Exact. C'est le truc qui... C'est pour ça que il y a un autre aspect, c'est que je peux me faire plus plaisir le soir, en sachant qu'à midi, j'ai mangé de manière plus légère, juste un skyr et des fruits, par exemple, Mais tu vois. t'as pas beaucoup de repas de midi comme ça, clients, prospects, Non, pas autres? trop. Non, Non, pas ok, trop. Étonnamment, ok. pas tellement, non. Non, pas tellement. Ces temps un peu plus, j'ai remarqué d'ailleurs, parce Ouais. que du coup, j'ai loupé 2-3 séances de sport où j'allais à midi et Ah ouais. je me suis dit, ah ben mince, du coup, ça a mangé mon créneau de sport. Mais étonnamment, non, pas trop. Pas trop de lunch, clients et autres. Peut-être c'est une question d'habitude. Mhm. Du coup, ça me permet d'aller souvent au sport à midi, Bien sûr, ouais. d'avoir mes soirées pour soit rester un peu plus longtemps au travail, soit pouvoir rentrer à la maison et avoir juste rentré et ne rien faire d'autre que lire, me reposer, passer du temps avec ma copine. Donc, moi, c'est quelque chose qui me correspond pas mal. Ça m'a fait d'une pierre deux coups un petit peu, ce côté de travailler le matin, aller au sport, travailler l'après-midi. Mais ça, c'est libre à chacun. Par exemple, je sais que j'ai un collègue qui va aussi beaucoup au sport quasiment tous les jours la semaine, mais lui, il adore aller le soir, avant de rentrer chez lui. Ça fait un peu une césure. Voilà. Donc ça, c'est libre à chacun. Donc moi, j'ai cette routine-là. J'essaye de lire aussi, comme je disais, différents livres. Pas trop des livres d'entrepreneuriat, comme tu l'as compris. Un peu plus des livres un peu sur plein d'aspects, philosophie, économie. Comme quoi? Qu'est-ce que j'ai lu récemment intéressant? Ben, un livre assez intéressant que j'ai recommandé aussi à 2-3 personnes. Il y a un livre de Derek Sivers, je ne sais pas si on en a déjà parlé, qui s'appelle Non. 27 façons de vivre. C'est assez intéressant. C'est un C'est petit livre. philo un peu? Ouais, c'est un peu philo, ouais. C'est un petit livre qui s'appelle 27 façons de vivre. Il est que en anglais, je ne crois pas qu'il soit traduit malheureusement. 27 ou 21 façons de vivre et une conclusion. Je sais plus comment ça va, mais c'est le sous-titre. C'est 27 façons de vivre et une conclusion paradoxale ou contre-intuitive ou un truc comme ça. Derek Sivers? Ouais, Derek Sivers, ouais. Et c'est un écrivain américain ou australien. Et c'est un petit livre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est vraiment 27 façons de vivre très différentes. Il y a quelqu'un qui est tout à propos dans le paraître. Et pourquoi c'est la façon de vivre d'être dans le paraître, ou de voyager, ou de pas voyager du tout, et de rester dans son pays, de s'imprégner de la culture locale, de visiter uniquement sa région, maximum son pays. Et tu as 27 façons de vivre comme ça qui paraissent complètement orthogonales. Et il les écrit d'une telle manière, à chaque fois c'est 1 ou 2 pages, un peu plus. Donc au final il fait une centaine de pages je crois le livre, hein, parce que tu as 27 façons de vivre qui font chaque fois 3 pages, un peu plus. Et à chaque fois tu le finis, si vraiment tu arrives à te déconnecter un peu au maximum de tes préjugés, tu lis les 3-4 pages et il conclut je crois chaque chapitre des 27 façons de vivre en mode This is the way to live, tu vois, c'est la façon de vivre. Et c'est vrai qu'il te convainc. Genre, il te dit, ah ouais, ça a l'air incroyable d'être cette personne qui voyage. Ah, ça a l'air d'être incroyable cette personne qui voyage jamais et qui passe tout son temps avec sa famille ou avec tout son temps avec ses proches. Euh, et c'est assez intéressant. Et du coup, ben, la conclusion, c'est que il faut éviter de juger la façon de vivre qu'ont les autres. On entend toujours des gens qui disent ah mais je comprends pas ce gars quand il a des vacances il passe son temps chez lui à pas voyager, tu vois, des a priori comme ça un petit peu. Et du coup je trouvais très intéressant d'avoir ce livre un petit peu qui ouvre un peu l'esprit par rapport à ça, qui te fait te rendre compte que il n'y a pas de meilleure façon de vivre et que c'est même un peu c'est prétentieux de juger les autres comme ça, de se dire ah ouais mais la façon de vivre c'est quand tu as des vacances de partir à l'étranger. Non, si la personne, sa façon de vivre lui c'est tous les jours d'être chez lui dans son canapé et de lire un livre. Et c'est ça qu'il aime faire de ses vacances. Qui suis-je pour juger ça? Et c'est ça, le livre est à propos de ça. Et moi, j'ai trouvé hyper intéressant. Je l'ai lu l'année passée, il y a 2 ans. Et c'est un livre qui m'a marqué. Donc, tu me demandes par un exemple. Ouais. Ça, c'est un très bon livre. Il est aussi en audio book, si certaines personnes préfèrent écouter que lire. Et il est vraiment hyper intéressant. Il faut garder un esprit ouvert parce qu'il y a des choses qui, pour moi, étaient complètement, justement, différents de mes a priori, où jamais je me serais dit c'est la façon de vivre, et je me suis laissé convaincre quand même à la fin, à la fin des 3-4 pages, c'est bien écrit, les arguments sont bien avancés, et c'est impactant. Et tu te dis ah ouais c'est vrai que ben, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas. Ça c'est un exemple.
Et c'est vrai que c'est assez... tomber de l'eau dessus. Bon, c'est pas grave. On est tort. C'est assez difficile de... Enfin, déjà, c'est hyper important de ne pas juger. Mhm. Mais parfois, c'est difficile, même quand tu prends conscience qu'il ne faudrait pas juger, d'office comme ça, dans la vie de tous les jours, je sais pas, t'es dans la circulation, Ouais. t'es une personne qui conduit mal, et même là, tu juges, tu vois, tu vas klaxonner ou j'en sais rien, et tu te mets dans des émotions assez vivaces comme ça. Ouais. Et c'est difficile de ne pas juger. Ouais, c'est très difficile. Je lis un livre par rapport à ça en ce moment qui est exactement à propos de ça, qui est intéressant. C'est plutôt un livre d'entrepreneur, mais il n'est pas sur le côté, il est moins sur le côté entrepreneuriat, mais c'est un entrepreneur qui l'a écrit, qui s'appelle Penser comme un moine. Je ne sais pas s'il est en français, mais Think Like a Monk. Ça me dit quelque chose. Et il parle exactement de ça. Il parle de tous les principes de moines bouddhistes, en l'occurrence, la peur, sur la colère, sur le jugement, etc. Et il parle de beaucoup de sujets par rapport à ça, et il y a quelques exercices aussi intéressants là-dessus, justement. Un des exercices intéressants dont il parle, c'est un des aspects de l'entraînement de moine, enfin du parcours plutôt de moine. C'est qui cet auteur? Je me souviens plus comment il s'appelle. C'est un anglais? Ouais, c'est un anglais ou un Non américain. indien? C'est possible. Ouais, bon, bref, Ouais. je trouverai la référence. Mais Think Like a Monk. Je crois qu'il a été traduit celui-ci, donc il doit y avoir un truc genre penser comme un moine ou pense comme un moine. Et il parle justement d'un des exercices intéressants, c'est par rapport à ce que tu mentionnes, c'est de garder un... Ça paraît bête, hein, mais c'est quelque chose que je veux essayer de faire ces prochaines semaines, c'est de garder un petit calepin ou une note, un pense-bête sur un ordi, ça peut être un. Et à chaque fois qu'il y a une pensée de jugement qui te vient, de dire ah ouais, mais je sais pas, comme tu as dit, sur la route, ou ça peut être avec un collègue ou autre, de juste la noter et de noter les jours de la semaine. Et le but, c'est d'arriver parce que la première étape pour essayer de régler ce genre de problème et ce genre de biais, de jugement et d'avoir des jugements trop hâtifs, c'est de s'en rendre compte. Comme plein de choses. C'est comme quand tu as des problèmes, par exemple, de migraine ou des problèmes d'alcoolisme. Des premières étapes, c'est de noter les fois où tu bois, les fois où tu as des migraines, pour essayer de comprendre, de trouver des patterns, pour essayer de créer un peu de créer de la conscience par rapport à ces comportements. Du coup, ce qu'il dit dans le livre, c'est de faire la même chose avec ces comportements de jugement, de prendre juste en 5 jours. On a tellement de jugements au jour le jour qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Ouais, c'est clair. Tu prends lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tu notes à chaque fois, tu mets une coche où tu notes le jugement, un ou deux mots que tu as eu, et d'essayer de vider la jauge, et qu'au fur et à mesure de la semaine, de moins en moins, de moins en moins. Les premières semaines, ou la première semaine en général, tu n'y arrives pas, mais par contre, ça crée tu t'en rends compte qu'à la fin de la semaine, tu as eu, je sais pas, 50 fois par jour où tu as jugé quelque chose, tu vois. Tu t'es dit, ah mais qu'est-ce qu'il est bête de penser ça, ou des choses comme ça, quoi. Mhm. Donc, et il y a plein Là, tu me parlais de ce côté jugement, donc je t'ai parlé de ce livre. Le livre est intéressant à d'autres égards. Aussi, il y a d'autres aspects qui sont intéressants dans ce livre. C'est un peu lié à l'autre livre aussi. Trouver un but à sa vie, trouver un but dans ce que tu fais. Et tous ces aspects-là sont assez développés dans le livre et sont assez intéressants, quoi. Après, c'est vraiment sur le côté d'un moine bouddhiste et de comment eux voient ces choses-là, sur la colère, sur l'amour, etc. Mais ça apporte des perspectives un peu différentes. Et moi, c'est ce que je cherche dans les lectures. C'est aussi ce que je cherchais dans la lecture précédente que je t'ai mentionnée. Mhm. Je cherche un peu des choses qui vont un peu me bousculer ou qui me feront penser différemment au final. Ouais, puis c'est intéressant. Alors, ce livre, je ne l'ai pas lu. Il me fait penser à cet auteur, j'ai oublié son nom, c'est un anglais, justement, anglais originaire d'Inde, qui a fait un petit moment vraiment en tant que moine, et il est revenu en Angleterre, et puis maintenant, voilà, c'est un immense, on va dire, influenceur. Je ne sais pas s'il a créé des entreprises, mais voilà, il est très connu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais entendu une fois un podcast où justement il était dedans, et ce qui est intéressant, c'est qu'il va parler de conseils ou de recommandations qui sont très concrètes pour la vie, donc notre vie à nous qui ne vivons pas dans un monastère. Mhm. Et je pense que ça c'est important aujourd'hui, qu'on puisse utiliser ce que certains font, typiquement des moines, Mhm. mais ici.
Oui, bien sûr. Et c'est possible qu'on soit en train de parler du même auteur, du coup, parce que c'est exactement aussi le but du livre, c'est d'apporter des clés de réflexion, une certaine sagesse qui est ancestrale, disons, Mhm. à la vie contemporaine, à Mhm. la pression de tous les jours qui nous amène à être dans le jugement, à pas passer assez de temps avec nos proches, à pas partager assez forcément aussi nos émotions, des choses comme ça. Donc c'est tout des clés de réflexion qui sont amenées pour la vie contemporaine, Mhm. clairement. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant aussi. Ouais. Ouais, Ouais. ouais, complètement. Et j'aimerais revenir sur Big Boss, Mhm. l'émission donc où tu es apparu à la RTS en octobre de l'année passée. Donc on en a parlé un petit peu dans la partie 1. Moi je voulais un peu t'entendre parler des coulisses, si l'expérience t'avait plu. Euh, je me posais la question, est-ce qu'ils t'envoient quelque chose avant? Est-ce que tu sais de quoi vous allez parler? Ouais. Est-ce que c'est bien défini? Comment ça se passe Ouais. un peu? J'ai eu Martina Shiba hein, Ouais. qui était ou qui est toujours à la RTS, mais avec elle, j'avais pas vraiment envie de parler de tout ça. Il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Il y a eu d'autres personnes qui sont passées à la RTS, mais tu vois, typiquement Pascal Meyer ou autre, Mhm. mais je sais pas, là j'avais envie de t'entendre un peu parler de l'expérience. Euh, Bah, c'est rigolo comme ça s'est fait en fait, parce que le présentateur, du coup, Patrick Fischer, il est neuchâtelois. Oui. Et j'ai eu un premier article de journal dans Arc Info l'année passée, il y a un an en fait, un peu plus, c'était en mars 2022, euh, par rapport à des Neuchâtelois qui réussissent hors du canton, en quelque sorte. C'était ça la thématique. 8 Neuchâtelois, je crois, ou 7. Et suite à cet article, du coup, il a été lu par Patrick Fischer, je pense dans son canapé un dimanche, peut-être quand il rentrait sur Neuchâtel. Et il a pensé à moi, du coup, pour venir compléter le panel qu'il avait pour l'émission Big Boss. Parce que tous les autres, c'était plutôt des plus grosses entreprises, disons. C'était pas que des multinationales énormes, il y avait aussi des PME locales, mais quand même de plusieurs centaines d'employés. Donc on Ouais, était c'est la plus solide. petite. Il y avait, juste pour dire, il y avait le CEO de Swissquote, le Ouais. CEO de Marpiguet. Enfin, L'ancien CEO Nestlé, voilà, il y exactement. avait le Ouais. président, hein, le Ouais, président. ouais, 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 ouais. exactement, exactement. Donc ouais, j'étais vraiment un honneur de figurer parmi toutes ces autres personnes pour moi. Donc en gros, il m'a contacté, si j'ai de la peine à me souvenir, mais je pense que c'était mai ou juin, je crois, l'année passée. Euh, et toutes ces émissions de Big Boss, pardon, étaient en direct. C'était du Ah, c'était direct. du C'était direct. du direct. Ah. Du coup, le deal que j'avais, c'était que l'opportunité qui se présentait à moi était quand même énorme, et en échange, j'acceptais de faire la maquette, l'émission maquette, qui pouvait utiliser comme un peu bouche-trou, c'est un peu vulgaire, mais un peu comme bouche-trou si un des invités annulait. Parce que c'est des grands patrons, ils s'attendaient, et en général, quand tu as des séries d'interviews de grands patrons, de politiciens importants, tu as des annulations de dernière minute. Du coup, il voulait une. De toute façon, tu fais une maquette pour une émission, de toute façon, dans les conditions d'un direct. Et en plus de ça, il Juste voulait. une Oui, maquette, c'est une émission. Tu fais c'est une le POC, émission quoi. enregistrée, quoi. Ouais, c'est Ah, un ok, pilote, c'est une émission ok, pilote, ok. quoi. Ouais. Genre, c'est une émission où tu fais exactement tout normal, tu la montes, à la fin, tu fais la post-prod et tout. Tu fais le maquillage, vraiment comme si c'est les conditions du direct. C'est juste, tu fais je sais pas comment dire, un faux, comme un examen à blanc, quoi. Mhm, Donc, mhm. c'est ça. Donc, dans les conditions du direct. Et tu l'enregistres pour la repasser, pour débriefer avec l'équipe en mode ah ouais, ça faut qu'on change ce plan lors du direct, ça va pas trop, ou alors le maquillage était mal, la lumière, mais enfin tu vois. Et le deal c'était du coup qu'ils enregistraient la maquette et que pour pas que je fasse juste merci pour la maquette, c'était cool, ils utilisaient la maquette et ils la plaçaient si quelqu'un annulait à la dernière minute, vu que c'était du direct. Et Et ce qui s'ils s'est annulaient pas? S'ils annulaient pas, il y avait une semaine au milieu de trou, je crois, où ils la plaçaient. C'était tous les lundis, pendant 14, je sais plus combien de personnes. Ok. Ok, Et mais soit donc, il la plaçait au milieu, soit à la fin, si personne annulait. Donc de ok, toute façon, dans il me tous les cas, tu garantissait. sortais. Ok. Donc c'était vraiment Ok. sympa, c'était vraiment Mhm, win-win. mhm. Et j'ai trouvé ça cool. Et puis je comprends que s'il y a quelqu'un qui fait la maquette, c'est pas le CEO et président de Nestlé. Enfin, moi je le comprends, peut-être d'autres personnes se diraient que c'est condescendant que ce soit l'entrepreneur de la petite boîte qui se tape la maquette. Moi je comprenais, et du coup pour moi c'était gagnant-gagnant. Du coup,
il y avait ce côté-là, et ce qui s'est passé, c'est que lors de la maquette, il y a eu des erreurs de réal, ce qui arrive, c'est-à-dire de réalisation, donc au niveau des plans, la mauvaise caméra au mauvais moment, tu vois, des choses comme ça, ou alors une caméra qui a toujours son cache qui n'était pas prévu, tu vois, puis il l'active en réal, puis du coup, tu as un plan noir pendant quelques secondes, le temps qu'ils s'en rendent compte, tu vois, donc il y a des erreurs de réalisation. Moi, je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit... Moi, je fais pas ça. Hein? Même moi, je fais mais pas ça. t'as moins de caméras, je pense que c'est moins complexe comme studio. Oui. Et du coup... Ben, ce qui s'est passé, ça c'était au milieu de l'été que j'ai fait ça, sachant que ça commençait en septembre, donc ça commençait vers la rentrée. Et du coup moi, c'était mi-août, j'ai fait la maquette, quelques jours après on m'appelle, on me dit écoute la maquette elle est pas terrible, il y a des problèmes de réal, ils m'ont dit t'as été super, c'est génial, machin, etc. Mais il y a des problèmes de réalisation, donc soit on fait comme prévu, on la place, mais ça va paraître mauvais parce que tu vas paraître au milieu d'autres personnes où on a corrigé les problèmes, tu vois. Donc tout à coup, il y a une émission au milieu, un lundi de mauvaise qualité, entre guillemets, avec des problèmes de réalisation, peut-être même et des changements qu'ils ont réalisés sur le plateau, la lumière, tout ça. Donc ça paraîtra un peu déconnecté du reste, tu vois. Ou alors, tu viens en direct. Le jour où quelqu'un annule. On t'appelle dernière minute, ou alors, s'il n'y a personne qui annule, ben, ça sera cette date-là pour ton direct. Du coup, ben, j'ai accepté de venir en direct plutôt que passer ma maquette qui était de mauvaise qualité. Donc, pour revenir à ta question au niveau de la prep et de la préparation, moi, j'avais aucune idée des questions la première fois pour la maquette. Je savais qu'il y avait 2 thèmes à aborder, l'entrepreneuriat et l'intelligence artificielle. Donc, c'était les deux. Il y a eu 2 parties dans l'entretien avec des petites vidéos au début et au milieu pour couper. La première partie, c'était sur moi. La deuxième partie, donc l'entrepreneuriat. La deuxième partie, plutôt sur l'IA. Je connaissais les thèmes, je connaissais aucune des questions, donc c'était assez stressant. Et la deuxième fois... Tu stressais? Ouais, t'as c'était senti la pression? ouais, franchement, c'était stressant quand même, c'est clair. Ouais, c'est clair. J'ai essayé de faire quelques exercices de respiration, des choses comme ça, tu vois, que j'ai apprises pour faire redescendre la pression, mais évidemment qu'il y a un stress quand même. Clair, j'imagine. Quand tu connais pas les questions, Bien c'est sûr. du direct. Bien sûr. Enfin, oui, c'est comme du direct, même la maquette. Ouais. Du coup, après, ben, c'est clair que quand ils m'ont annoncé, j'étais content de ma prestation. Le présentateur Patrick Fischer m'a dit que c'était très bien. Toute la régie m'a félicité. Puis ils t'appellent 5 jours après, ils me disent bon, ben, faut refaire. T'es là, putain, merde. Et du coup, j'étais pas. Ben, au final, maintenant, je suis très content parce que j'ai vécu un vrai direct, tu vois. Et la deuxième fois, bien, hein, franchement. Merci, c'est gentil. Ouais, et la deuxième fois, les questions, il les avait changées, mais il m'avait dit qu'il allait les changer. Ok, d'accord. Pas toutes, il y en avait une ou deux qui étaient les mêmes. Je sais pas si on dit qu'il y avait 5-6 questions pour la première partie, 5-6 la deuxième. Il y en avait une ou deux à chaque fois que je connaissais, qui m'avaient fait 3 mois avant, parce que je suis passé mi-octobre. Et au final, ben, la maquette était mi-août, donc 2 mois avant. Du coup, je m'en souvenais vite fait de ce que j'avais répondu. Du coup, c'était pas je mentirais, c'était complètement improvisé pour ces une ou deux questions. Je suis pas tombé de ma chaise en mode ah, c'est quoi cette question, ça m'a fait tilt. Je me dis ah ouais, il me l'a déjà posé ça. Mais pourquoi ils font ça? Pour garder un petit peu de spontanéité. Parce que sinon, ce qui se passe quand tu as des gens, les patrons d'entreprise ont mauvaise cote à la télé, parce que tu n'es pas patron d'entreprise parce que tu es un bon orateur, tu es un bon leader, manager d'équipe surtout, tu es un bon... t'es bien dans l'opérationnel. T'es pas forcément... Y a pas tout le monde qui a besoin d'être Steve Jobs, tu vois, dans les boîtes. Et la plupart des boîtes, c'est pas des Steve Jobs à la tête. C'est pas des gens qui sont des bons orateurs à la télé. Et aussi... c'est des gens qui ont tendance à apprendre par cœur, de ce qu'ils me disaient, qui apprennent par cœur des questions toutes prêtes. Du coup, pour garder de la spontanéité, quand c'est des patrons d'entreprise, en général, ils ne donnent jamais les questions en avance. Jamais. Donc voilà. Donc moi, ça m'a plu et je suis content au final d'avoir pas placé la maquette. Je suis même content que la maquette n'ait pas marché. Ça m'a forcé à sortir un peu de ma zone de confort. Parce que c'est clair que sinon, le jour J, si la maquette était bonne, et le jour J, il m'appelle, c'est à 20h, c'était à 20h les émissions, il m'appelle à 18h30, il me dit dans 1h30, il faut venir à Genève, l'invité a annulé. Je pense que là, je sais pas ce que j'aurais fait, franchement. Je sais pas si j'aurais dit, mettez ma maquette, ou alors ok, je saute dans ma voiture, je viens en direct. Alors que là, j'ai été obligé de venir en direct, donc je suis content au final. Ok, intéressant. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un impact sur la notoriété? Donc,
de Visium et pour ta personne, donc en Mhm. termes de personal branding ou d'image personnelle? Il y a eu un impact pour Visium quand même quelques semaines. On a eu quelques contacts avec des clients potentiels. On n'a pas encore eu officiellement de projet grâce à ça, pour parler très concrètement. D'ailleurs, Audemars Piguet, On a eu, il on a fait eu, une ouais, petite... je suis allé le Ouais, rencontrer. ouais. On s'est vu, on a mangé ensemble. J'ai visité le musée au Brassus. Et on a des discussions potentielles Ok. avec eux de projets. Euh, on n'a pas encore eu officiellement de projet. Il y en a probablement des qui vont démarrer grâce à mon passage. On a eu beaucoup de contacts, beaucoup de personnes qui ont appelé au bureau, qui ont envoyé des lettres, des messages LinkedIn, des visites sur mon profil, plein de choses sur le site internet, beaucoup aussi. Donc une belle visibilité, clairement, pour l'entreprise. Financièrement, c'est toujours difficile à dire parce que tu sais Bien pas sûr. si, tu vois, demain, imagine là, je suis en pleine négociation pour un projet avec un client. On discute, c'est ce qu'il vous faut, est-ce que vous êtes les bonnes personnes pour faire ce projet, les questions typiques, tu vois, que tu as en vente. Est-ce que c'est vous qu'il nous faut, est-ce que vous avez de l'expérience là-dedans? Qu'est-ce qui me dit que, ah ben, il a vu Big Boss à la télé, et il a eu un biais, ça a eu un impact sur lui dans les discussions, et du coup on a débloqué un projet, mais il va pas me le dire, c'est même inconscient, Bien tu vois, sûr. pour lui. Ouais, Donc c'est clair. c'est dur à quantifier. Mhm. De manière quantifiable, on a les discussions potentiellement avec Audemars Piguet, on a 2-3 autres projets potentiels qui devraient potentiellement se démarrer bientôt. Donc quand même un impact financier direct et de seconde ou troisième main, inconsciemment, sûrement aussi, sur certains clients et d'autres personnes qui m'ont vu, parce que dans des meetings clients, des gens m'ont dit «Ah, je vous ai vu à la télé», etc. Donc, j'imagine que ça impacte positivement plutôt que négativement les Bien sûr. discussions, Ouais, c'est clair. mais c'est dur à quantifier. Et pour ma marque personnelle, du coup, d'un point de vue personnel, clairement, ouais, ça donne une bonne visibilité, puis ça donne, il y a une aura d'autorité qui se crée, tu vois, quand même. Avec la RTS en Suisse, la RTS fait quand même assez autorité. On n'a Ouais. pas beaucoup de chaînes de télévision alternatives, Mhm. etc., comme dans d'autres pays privés. Donc ça fait quand même autorité. Donc ouais, ça a clairement eu un impact très positif sur ma marque perso, comme tu l'appelles, et aussi pour l'entreprise, c'est sûr. C'est moins quantifiable dans les deux cas, même pour l'entreprise, c'est dur à quantifier, mais c'est évident que ça a eu un impact positif, c'est sûr. Et rien que le fait de pouvoir l'utiliser de temps en temps ici et là, de dire ah ouais, ben, par, par hasard aussi, enfin par hasard, suite à Big Boss, j'ai été rappelé pour participer à Infrarouge en janvier. Ah ouais. Donc j'ai refait un deuxième direct sur Infrarouge, donc là plus long format, 1 heure de discussion. Après t'es 5 à Infrarouge, 4 ou 5, on était 5. Ça fait 20 minutes de temps de parole par personne en moyenne, donc c'est pas beaucoup, plus que Big Boss. C'est même comme Big Boss, Je toutes l'ai les pas 20 vu minutes. passer. Je l'ai Ah pas vu ben, passer tu peux celle-là. regarder, c'était sur ChatGPT. Ouais. Du coup, Ah ils ouais, m'ont ok. invité. Tu vois, j'ai Et pas bien fait mon job. ouais, t'inquiète. Et du coup, ou alors c'était l'émission qui a pas fait assez de bruit, tu vois. Ah, peut-être. Et du coup, ben, suite à ça, c'est du matériel que tu peux réutiliser, tu vois. Genre, quand on a un projet avec un client, on parle d'utiliser ChatGPT, d'utiliser des technologies similaires. Ça fait toujours bien de le placer, de dire, Bien ah, sûr. à Regarde. propos, Ouais, ouais, notre c'est clair. cofondateur, il est passé à la télévision pour parler du sujet, tu vois. Donc, en plus des retombées directes et des retombées indirectes, ça fait du matériel que tu peux utiliser et placer ici et là, quoi. Donc, Mhm. c'est clairement que positif pour tout le monde, pour moi et pour l'entreprise. Et donc aujourd'hui, tu travailles sur cette marque personnelle, notamment sur LinkedIn, où je vois assez régulièrement passer Ouais. tes posts. C'est sauf erreur, en tout cas la majorité du temps, sur l'entrepreneuriat, Ouais. l'organisation en interne, Ouais. people ou RH, enfin Ouais. vraiment tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à vraiment te dire, bon, maintenant il faut que je développe cette marque perso, Ouais. pourquoi? Ouais. Alors, j'ai développé ça. J'ai commencé à beaucoup travailler sur mon développement continu, je dirais, développement personnel, en janvier l'année passée, début janvier 2022. J'ai commencé à prendre pas mal de cours. J'ai pris un coach aussi pour moi, un coach personnel, un coach d'entrepreneur en quelque sorte. Donc, j'ai pris un coach, j'ai pris des cours de rhétorique, de prise de parole publique. C'est rigolo parce que j'ai fait ça en amont. 6 mois, enfin août, donc 8 mois avant mon passage à la télé, tu vois, en janvier l'année passée. Là, je viens de conclure une deuxième formation de prise de parole et de rhétorique, un peu
en mode théâtre. Donc, j'ai vraiment commencé, c'était un peu dans cette vague janvier 2022 où j'ai commencé à tout faire tout ça. Et je me suis mis comme objectif, c'est un peu cliché, mais comme début d'année, dès le 1er janvier 2022, de poster tous les jours de la semaine. Donc je postais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5 fois par semaine pendant au moins 3 mois. Je l'ai fait pendant 3 mois. Au tout début, je parlais d'intelligence artificielle. C'était un peu technique mes posts. Ça a assez bien fonctionné. Mais j'ai un peu eu un burn-out, pas un burn-out général, un burn-out de cette activité. J'en ai eu marre, ça devenait la crispation un peu de cette habitude dont on parlait avant, tu vois, un peu une frustration, une crispation de l'habitude. Ça devenait une corvée d'écrire tous les jours, etc., etc. Peut-être, je ne sais pas si c'était la fréquence, la thématique, même si j'adore l'intelligence artificielle, est-ce que j'ai autant de passion pour écrire? Est-ce que c'est le médium, tu vois, de l'écriture aussi qui ne me convenait pas? Donc j'ai fait une petite pause. Donc ça m'a amené jusqu'à fin avril tous les jours. Ça a bien développé quand même ma base de followers, etc., de personnes qui me contactaient, etc. C'était intéressant. Il y avait des retombées aussi pour les clients, des gens qui voyaient mes posts sur l'IA. Donc ça créait une autorité en IA intéressante. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de travail. Et j'en ai eu marre. Donc j'ai arrêté pendant 1 ou 2 mois, avril-mai. Puis j'ai repris en été, juin-juillet, et j'ai posté 3 fois par semaine ou 2 sur l'entrepreneuriat plutôt. Et ça, je m'y suis maintenu un peu plus longtemps, jusqu'à au début de cette année où j'ai vraiment fait. Et je faisais, je dirais jusqu'à la fin de l'année passée, depuis l'été, je faisais ça de temps en temps la semaine, c'était pas très strict. Et là, depuis le début de l'année, j'ai posté 3 fois, 4 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi et dimanche, pour essayer aussi un peu le week-end, pour voir ce que ça donnait. 4 fois par semaine sur l'entrepreneuriat en général, comme tu dis, sur les ventes, sur le recrutement, sur l'organisation, sur la vision, sur la culture, tous ces aspects-là. Ouais, depuis le début de l'année. Et là, ça fait 1 semaine ou 2 que j'ai mis en pause parce que je ressens que ça revient un petit peu, ce côté en mode ouais, ça me prend la tête, tu vois. Je me dis, il faut que j'écrive mon prochain post, il faut que je m'y mette, tu vois. Et du coup, moi, je suis comme ça. Quand j'ai une habitude qui commence à me prendre la tête et tout, je repense mon système, tu vois. Je me dis, est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, c'est normal que ça change, tu vois, tes envies. Peut-être que cette écriture de post, il y a 3 mois, j'écrivais des posts, mais comme je le pensais, ça allait tout seul. Et quand je sens que ça commence à coincer, je force pas, tu vois. Je me dis, je fais un step back, je me mets en pause. Là, ça fait 1 semaine ou 2 où il n'y a plus de posts qui sortent, donc où les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a de nouveau arrêté? Ouais. Est-ce qu'il va de nouveau changer de thème? Voilà, donc je réfléchis et je réfléchis à lancer d'autres trucs comme une chaîne YouTube et aussi changer de thème, de parler d'autres choses que l'entrepreneuriat. À voir. À voir. Mais c'est clairement une envie que j'ai, ce développement personnel, c'est ce coaching que je prends moi aussi, ces formations de rhétorique, de prise de parole. J'essaye de me développer personnellement en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en plus de développer mon entreprise. Pour suivre la croissance, parce que sinon, au bout d'un moment, je vais devenir non pertinent pour mon entreprise aussi, tu vois, si moi-même, je grandis pas en tant que personne. Ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est hyper important de continuer. Et je pense pour tout le monde, mais peut-être que c'est plus important pour une personne comme toi qui a une entreprise, qui est qui est en pleine croissance, où tu as cette obligation. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, parce qu'il y a une structure qui compte sur toi. Absolument. Puis c'est une manière aussi un peu de casser la routine qui peut s'installer, même en tant qu'entrepreneur d'une start-up à succès. Quand on dit comme ça, tout le monde se dit ah, génial et tout, et c'est vrai que j'ai de la chance, mais il y a quand même une routine, il y a quand même des fois des frustrations évidemment, de la fatigue et tout. Et du coup, c'est clairement que ces choses à côté, de développement personnel, de formation continue, de rhétorique, des choses comme ça, c'est des choses qui apportent un peu d'épices des fois au quotidien, tu vois, aussi, parfois. Je pense que de manière générale, mon quotidien est plus épicé que la moyenne, clairement, mais c'est une façon d'en avoir encore plus en ayant ces choses un peu à côté. Ouais, ok. Et donc, tu avais cité 2 livres, donc Les 27 façons de vivre et Think Like a Monk. Est-ce qu'il y a d'autres ressources que tu recommandes régulièrement? Une autre ressource que je recommande, mais c'est très précis, qui est d'un auteur américain, c'est l'ancien négociateur officiel du FBI. Tu l'as peut-être lu ou connu ce livre. J'ai vu passer. Ouais. L'auteur s'appelle Chris Voss, V-O-S-S, je crois. Et je ne sais pas s'il est traduit en français, mais vu qu'il a bien fonctionné, sûrement. Il s'appelle Never Split the Difference
en anglais. Ce qui veut dire en quelque sorte que... Enfin, Never pas en split. quelque sorte, ouais, never split. En anglais, c'est une expression qui veut dire que le compromis, ne cherche jamais de compromis. Split the difference, c'est en gros chercher un compromis. C'est en gros l'idée que le compromis, et il en parle souvent dans le livre, que le compromis, c'est pas tout le temps la solution. Ce qui rend la capacité de négociation et de conviction de l'autre, ou alors que l'autre se rende compte que tes arguments sont les bons, etc., d'amener la personne dans ta direction, sans que ce soit de la manipulation, parce qu'évidemment en négociation, manipulation, il y a une frontière qu'il ne faut pas forcément franchir. Et lui, l'idée, c'est de dire que voilà, étant donné que le compromis, c'est pas toujours la solution. L'exemple qu'il prend, c'est extrême, mais c'est intéressant, en tant que négociateur d'otages, il dit s'il y a 5 otages, il dit pas ok, ben, vous en libérez 3, vous en tuez 2, puis on se tape dans la main, tu vois, genre... le compromis, c'est pas toujours la bonne manière. Si t'hésites entre mettre des chaussures noires et brunes, tu vas pas mettre une noire, une brune, tu vois. C'est des choses, il les prend ces exemples dans le livre, et il dit voilà, ça c'est les cas extrêmes, et vous êtes en train de vous dire que ça s'applique pas, et c'est des cas où le compromis ne fonctionne pas uniquement parce que c'est des cas extrêmes, mais c'est pas le cas, c'est un spectre continu. Et c'est juste que c'est moins évident que le compromis n'est pas bon à d'autres endroits du spectre, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on cherche tout le temps le compromis parce que la plupart des gens cherchent instinctivement un compromis parce que c'est plus facile. C'est la voie de la facilité. C'est le chemin où tu as le moins de résistance, comme on dit, tu vois. Mais des fois, il faut négocier. Des fois, il y a une approche, une solution, un outcome qui est meilleur qu'un autre. Et c'est comme ça. Du coup, il s'agit de convaincre l'autre. Et du coup, c'est un livre sur la négociation, qui est agrémenté d'anecdotes en tant que négociateur d'otages pour le FBI. Du coup, c'est assez intéressant. Mais surtout, il est très actionnable. Il est très applicable. Comme on parlait avant de Think Like a Monk, où il y a des leçons, des exercices, des choses à essayer. Là, c'est pareil. Il y a une sorte de framework, un peu une recette de cuisine, avec des aspects intéressants, des questions types à poser qui vont un peu forcer la personne à reconsidérer sa vision des choses, et des trucs comme ça. Et moi, je l'ai trouvé excellent et je le recommande beaucoup parce que je pense que la négociation, et c'est ils vend son livre comme ça, c'est dans la vie de tous les jours. Quand tu vas acheter une voiture, quand tu discutes quel restaurant choisir avec ta copine, la négociation est partout dans nos vies. Parfois, le compromis, c'est le bon outcome, parfois pas. Donc, maîtriser des outils de négociation, c'est un skill, c'est comme les ventes, qui a de la valeur partout dans la vie, quoi. Et ça, c'est un livre que je recommande à tort et à travers, ouais. Okay. Parce qu'il est vite lu et très actionnable. Franchement, hyper intéressant. Tu as parlé de skills, donc de compétences. Je vais te poser une question une ancienne invitée qui ne connaissait pas la personne à qui j'allais poser cette question. Donc la question, c'est quelle est la compétence spécifique qui te différencie du reste du monde? Par contre, quand il parle de compétences spécifiques, il mentionnait le specific knowledge dans le sens de Naval Ravikant. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ouais. Je vais quand même expliquer ce specific knowledge aux gens qui n'auraient pas... qui ne connaîtraient pas Naval Ravikant. Donc selon lui, selon Naval Ravikant, la specific knowledge ne peut pas être enseignée, mais elle peut être apprise. Donc pour lui, pas tout peut être enseigné, mais tout peut être appris. Donc quand il parle de compétences spécifiques, c'est une compétence presque innée, ou de soft skills justement, qui serait appris quand on est très jeune, et ce serait très dur à l'apprendre plus tard dans la vie. Ouais. C'est ce à quoi tu portes un réel intérêt, c'est ce qui te passionne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprendre à l'école, et parce que si ça pouvait être appris à l'école, ça pourrait être reproduit en masse, et ce specific knowledge ne peut pas être reproduit en masse. C'est vraiment un talent inné. C'est quand on est curieux à propos de cette compétence. Donc pour l'identifier, généralement, on peut regarder son passé, ce qu'on faisait, et on pourra éventuellement la trouver. Donc je repose la question.
quelle est la compétence spécifique qui te différencie du reste du monde? Je pense que j'ai une capacité à identifier les, le specific knowledge des individus, et du coup à rassembler des personnes ensemble euh, pour la réalisation d'un projet commun. Le projet peut être très général, ça peut être gagner un match de sport, ça peut être réaliser un projet d'intelligence artificielle, ça peut être un projet entrepreneurial. Je pense que j'ai une bonne capacité à comprendre les intérêts et les connaissances spécifiques, quelle est la plus-value d'une personne dans une équipe pour la mettre sur la bonne tâche qui va la motiver. Et par tâche, ça peut être très générique, hein. C'est pas forcément une tâche genre fais ça. Ça peut être partager le message et rassembler les gens de la bonne manière. Je pense que ça, c'est une compétence que je remarque avoir euh, et qui fait aussi, je pense, le succès de l'entreprise qu'on a maintenant, d'avoir réussi à rassembler beaucoup de personnes autour d'une vision commune qui parle à tout le monde, que chaque personne est au bon endroit, fait le travail qui l'inspire, dans lequel elle s'épanouit et où ses compétences spécifiques sont clés, sont mises à disposition du projet commun. Et je pense que réussir à créer ce lien-là et de connecter un peu les points, comme ce jeu pour enfants où tu fais un dessin en connectant des points petit à petit, Mhm. cette capacité-là, je pense que si je devais en choisir une et te donner une réponse, ça serait ça. Ce serait ça. Ouais, ça serait ça. Et quand tu étais jeune, tu avais cette facilité d'expression parce que, bah, évidemment, quand j'ai créé mon fil rouge et que j'ai lu la question de l'invité, ben, moi, il y a un specific knowledge qui m'est venu pour toi Mhm. parce que justement, toi, tu as tout ce bagage hyper technique, Ouais. mais finalement, tu fais de la vente. Ouais. Tu vois? Ouais. Et tu es un très bon orateur, je trouve. Ouais. Et donc, moi, je me disais que ça, c'était un de tes specific knowledge, une de tes Bah, compétences spécifiques. je pense que je l'ai appris. Tu l'as appris? Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris. Je pense pas que j'ai toujours eu cette capacité-là. Ok. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Comme je te disais récemment, là, je viens de terminer une formation avec un formateur, Ouais. justement, là-dessus. C'était une formation express. Je suis allé à Paris, dans un théâtre avec lui, faire une demi-journée, tu vois. Donc, moi, je prends ça très au sérieux, l'expression orale et la rhétorique. J'aime beaucoup Mathieu Wildamer, là, que tu Oui, avais, ouais, ouais, interviewé ouais. par rapport à ça. Parce Oui. que lui, il est plutôt sur la partie du discours, Mhm, la construction du discours, plus que juste la partie, comment dire, de la livraison. mhm. Donc c'est un peu deux aspects différents, mais qui sont indispensables l'un de l'autre, disons. Livraison, dans quel C'est sens tu dis? la façon dont on va s'exprimer vraiment, genre la voix. Ouais, ok. Donc plutôt, ouais, c'est la voix. Donc Ouais. le- la prestance, l'autorité, le phrasé, modularisation de ta voix, l'accentuation, marquer des silences, toutes ces choses-là. Et ces deux aspects m'intéressent beaucoup. Donc, depuis le début de Visium et aussi en faisant du conseil et de la vente, c'est une compétence que tu développes de toute façon. Et si tu t'intéresses, c'est le meilleur apprentissage possible. Mhm, Parce que tu es face à des clients tous les jours, tu dois convaincre, tu dois prouver que tu es la bonne personne, tu dois gagner leur confiance en fait. mhm, Et tu gagnes de la confiance en développant ton autorité, en développant ton charisme, en développant ta rhétorique, ta prise de parole, comment est-ce que tu développes tes arguments, comment tu négocies. Donc tout ça se complète, tu vois, et c'est quelque chose, moi, c'est des choses qui m'intéressent énormément parce que je remarque la valeur que ça a pour l'entreprise et pour moi. Personnellement aussi, c'est clair, c'est de savoir m'exprimer, de savoir convaincre et d'être un bon orateur, c'est quelque chose qui m'est utile. Donc, et je le remarque. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai appris, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. J'y ai ok. pensé, Ouais. j'ai pensé à deux choses quand tu Ouais. m'as dit ça, mais je pense que c'est moins quelque chose d'inné que d'appris. Ok. Ouais. Et Timon, ma dernière question pour toi. Qu'est-ce que le succès? Pour moi, le succès, c'est, c'est intéressant parce que j'en ai parlé beaucoup avec à l'époque. Maintenant, j'ai arrêté mon coaching, j'en ai fait pendant 8 mois parce que j'étais content de ce que j'avais appris. Et on avait parlé pas mal de ça, du,
l'épanouissement et du succès personnel et qu'est-ce que je cherche dans cette aventure entrepreneuriale, etc. Parce que comme tout entrepreneur, tu as des périodes de doute, comme toutes les personnes dans la vie, des périodes de doute. Et du coup, j'avais beaucoup parlé de cet aspect-là avec mon coach et mon mentor. Et c'était intéressant. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est je pense, le succès pour moi, c'est la liberté. Et la liberté, c'est un autre mot un peu valise, donc je vais aussi me permettre de le définir. Tout comme le succès est un mot un peu valise, tu mets ce que tu veux dedans. Complètement. Pour moi, la liberté, c'est pas forcément la liberté de faire ce que tu veux, mais de choisir ce que tu ne fais pas, surtout. Et pour moi, c'est ça surtout le succès que j'ai, la liberté que j'ai. C'est que où j'en suis maintenant et la capacité avec l'entreprise que j'ai et ce que j'ai construit, j'ai le pouvoir dans ma vie de choisir ce que je ne veux pas faire, ce que j'ai pas envie de faire et j'ai ce que je peux faire aussi, mais c'est quand même beaucoup plus dicté par la croissance de l'entreprise, par d'autres forces autour de moi. Ce qu'on doit faire, les choses qu'on doit faire et qui sont inévitables. Par contre, il y a des choses que je ne veux pas forcément faire. Là, j'ai plus de choix. Je peux dire non, ça on va pas le faire, ça on va pas le faire, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est cette liberté-là de choisir ses contraintes plutôt, je dirais, qui est la liberté. Je pense que si tu demandes à quelqu'un la liberté, ce serait intéressant, mais de base, la personne dit la liberté, c'est de choisir ce que je veux faire. Pour moi, c'est de choisir ses contraintes. Tu as toujours des contraintes dans la vie. Mais quelles sont les contraintes que tu te mets? Est-ce que c'est une contrainte au niveau du temps que tu passes, où tu le passes, avec qui tu le passes? Donc, les choses qui te sont imposées, de choisir les choses qui te sont imposées et tes contraintes, pas toutes évidemment. Il y a des choses qui sont hors de mon ressort, évidemment, mais je pense que j'ai une emprise sur les contraintes qui me sont imposées qui est supérieure, et pour moi, c'est ça la liberté. Et pour moi, c'est ça le succès, c'est d'arriver à cette étape-là. J'y suis pas encore complètement, et je suis encore énormément dans des choses que j'aurais pas envie de faire ou que j'aimerais qu'ils soient différentes, et elles sont ainsi, et il faut que ça change. Donc je suis pas encore... Le succès, c'est pas une fin, c'est plutôt un voyage, tu vois. Et plus mon succès augmente pour moi, plus ça veut dire que je peux choisir les contraintes qui me sont imposées. Très bien. Merci Simon. Avec plaisir. Merci à toi. J'ai dit Simon, je suis désolé. Pas de problème. À bientôt Simon. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oubliez pas de donner votre avis en le notant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.